Priorité santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Demain se déroule la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'occasion pour nous dans Priorité Santé de faire un point sur les avancées dans le dépistage et les traitements. En France, un cancer sur 3 était guéri il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un cancer sur 2 qui l'est. Alors, dépistage précoce, thérapie ciblée, immunothérapie, nanomédicaments, où en sont les recherches? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Patricia Paterlini-Bréchot, qui est professeur à l'université Paris-Descartes de biologie cellulaire oncologie. Elle est responsable d'une équipe de recherche mixte de l'INSERM à Paris-Descartes et elle vient de publier « Tuer le cancer ». C'est un livre qui paraît aux éditions Stock. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Judith Didi Koukou-Kolibelli, qui est oncologue médical au CHU de Trècheville à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous aurons également le docteur Nasrine Calais, qui est gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Professeur Patricia Paterlini-Bréchot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un sujet qui peut paraître difficile, le cancer, mais vous allez nous parler d'avancées, justement, nous redonner de l'optimisme. Vous démarrez votre livre en disant « Le cancer nous tue, car nous lui laissons le temps de le faire ». Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Oui, merci de poser la question. En fait, c'est vraiment ce qui a émergé des dernières 30 années d'études sur le cancer. Et j'ai voulu partager ces nouvelles connaissances parce que sont des connaissances qui apportent vraiment un espoir concret de gagner la bataille, un peu de terme. En fait, ce qu'on a compris, c'est que le cancer tue par la formation des métastases, dans tous les cas des cancers solides, sauf les cancers du cerveau, mais donc la grande majorité des cas. Et ces métastases se forment parce que la petite tumeur qui se forme est capable de diffuser des cellules tumorales, donc des parties d'elles-mêmes, dans le sang. Mais alors, ça, c'est vraiment en amont de plusieurs années avant la formation des métastases, et qu'il y a tout un parcours très compliqué de ces cellules tumorales qui au début meurent, sont éliminées, et après, avec le temps, elles deviennent suffisamment fortes pour pouvoir fonder un foyer métastatique. Tout ce temps-là est perdu, alors qu'il est précieux. Voilà. D'où l'intérêt du dépistage le plus précoce possible. Absolument. L'intérêt de détecter précocement le cancer. Et alors, nous avons cette piste de détection du cancer quand il devient invasif. En fait, on détecte l'invasion tumorale, pas la masse tumorale. Mais toutes les méthodes qui visent à détecter précocement les cancers sont effectivement très utiles pour la bataille. Et alors, il y a un exemple là-dessus très flagrant dont on a parlé la semaine dernière, c'est le cancer du col de l'utérus, où justement on dépiste en fait avant que les cellules ne deviennent cancéreuses. On pourrait parler de cellules précancéreuses. On peut détecter les cellules cancéreuses, mais en fait, on intervient quand on détecte vraiment des cellules cancéreuses pour le cancer du col de l'utérus. Et c'est un exemple historique parce qu'actuellement, on peut guérir 9 cas sur 10 de cancer du col de l'utérus grâce au diagnostic précoce. Mais ce n'est pas le seul exemple. Tous les cancers que nous détectons grâce aux mammographies, à la coloscopie, par exemple, aux examens qui permettent de détecter... Donc, cancer du sein, cancer colorectal. Absolument. Voilà. Qui permettent de détecter tôt le cancer, ont permis de baisser drastiquement la mortalité due à ce type de cancer. Alors, vous avez mis au point un test sanguin qui permet de déceler d'éventuelles cellules cancéreuses circulantes, CCC, dites sentinelles. C'est un test ISET. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors, ces domaines, en fait, étaient un domaine poursuivi depuis au moins 150 ans pour aller détecter ces cellules tumorales qui font le lien entre le cancer et la métastase qui donc conduit à mort le patient. Et ces cellules, en fait, n'étaient pas détectées parce qu'elles sont rarissimes. Elles avaient été vues en 1869 la première fois, ensuite beaucoup chez l'animal, mais pas chez l'homme. Elles sont rarissimes et en plus, il faut les distinguer d'autres cellules rares, d'organes qui peuvent être dans le sang. Donc, quand nous avons approché ces domaines, on a vu tout de suite l'impact et le fait que c'est un test qui manque parce qu'actuellement, on peut poursuivre le cancer partout, par l'imagerie, dans les urines, dans l'acide, dans d'autres liquides corporels, mais pas dans le sang. Alors que le sang, c'est hyper important parce que c'est par le sang que les cellules vont passer pour fonder les métastases. Donc, on a vu qu'il y avait là, en fait, une voie pour apporter vraiment un bénéfice substantiel aux patients avec cancer. Et donc, nous nous sommes acharnés. Voilà. Alors, ce test, donc, une prise de sang. Et qu'est-ce que vous faites après avec ce sang pour distinguer et voir qu'il y a des cellules tumorales? Voilà. En fait, nous avons développé
développé une méthode qui permet de isoler à partir du sang les cellules tumorales circulantes. Même s'il y en a une seule, on arrive à l'isoler. Et en plus, une fois qu'elle est sortie collectée à partir du sang, cette cellule reste sur un filtre, peut être coloriée et peut être analysée par un cytopathologiste qui fait une analyse au microscope. Et donc, il est possible de la distinguer des cellules non tumorales. Nous avons ainsi une méthode qui est la plus sensible connue actuellement et qui est en fait une méthode diagnostique qui ne se trompe pas. Et c'est ce qu'on voulait avoir. C'est ça, il n'y a pas de faux négatif ou de faux positif. Voilà. Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à un stade où l'imagerie ne montre rien, c'est-à-dire il n'y a toujours pas de tumeur. On est dans le stade quand vous pouvez le détecter bien avant. Je dois faire une prémisse, c'est parce que les cancers, on sait maintenant, naissent soit localisés, soit non localisés, c'est-à-dire invasifs. Quand le cancer n'est localisé, il y a une masse qui grandit sans diffuser des cellules tumorales et à un moment donné, il les diffuse, mais la masse elle-même peut donner signe. Les cancers qu'on n'arrive pas vraiment à guérir et à éliminer, les cancers très agressifs comme le cancer du pancréas, le cancer du poumon, les cancers de ORL, de l'estomac, etc., ils commencent à diffuser des cellules tumorales depuis leur formation, c'est-à-dire depuis quand ils sont tout petits, même à 1 millimètre de diamètre. Et voilà, donc il n'y a pas la masse qui donne signe que déjà les cancers envahissent. Et ces cancers-là qu'on peut détecter avant que l'imagerie détecte la masse, parce que justement, nous, on regarde dans le sang. Je veux être sûre d'avoir bien compris, ça veut dire qu'avec ce test, vous ne pouvez pas dépister tous les cancers. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, plus précisément, avec ce test, on ne dépiste pas les masses. Nous, on détecte le cancer quand il va dans le sang, donc quand il est invasif. Mais quand il est invasif, il pose le risque de tuer le patient. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec votre test sanguin une fois qu'on a détecté d'éventuelles cellules cancéreuses circulantes? On fait quoi? Alors, parce qu'on ne sait pas toujours du coup où est le cancer. Voilà, mais parce qu'il y a deux types d'utilisation du test. Il y a un type d'utilisation chez les patients avec un cancer déjà diagnostiqué. Donc ça, dans ces cas-là, on sait où est le cancer. Et par exemple, je vous fais un exemple, un cancer déjà diagnostiqué qui a été opéré, pour lequel on ne voit pas en fait de métastases ni de récidives. On a l'impression que ça se calme, on se dit le patient va bien. Si on trouve des cellules tumorales dans le sang, ça veut dire que le cancer s'est réveillé et donc qu'il faut agir, sinon il va avancer. Mais aussi pareil, s'il y a des cellules tumorales dans le sang, que le patient est traité et les cellules tumorales ne disparaissent pas, ça signifie qu'elles ne sont pas sensibles au traitement. Voilà, ça c'est un type d'utilisation et un besoin en fait de l'oncologie moderne. L'autre type d'utilisation qui a émergé pendant les dernières années, on ne savait pas qu'il y avait cette possibilité de détecter le cancer avant qu'il soit vu en imagerie, c'est quand justement il y a des cancers extrêmement invasifs. Dans ces cas-là, si on regarde dans le sang, on peut détecter les cellules avant que la masse soit détectable en imagerie. Mais pour cette utilisation, dont la première preuve a été apportée par l'équipe de Nice du professeur Hoffman. On en reparlera d'ailleurs. Pour cette utilisation, le test n'est pas complet parce que du coup, le test peut capturer les cellules tumorales de tout type de cancers solides, mais à l'heure actuelle, il ne peut pas dire, en fait, de quel organe les cellules tumorales dérivent. Et là, notre équipe travaille vraiment très, très activement et voilà. Pour pouvoir dire où se développerait ce cancer, c'est ça, pour pouvoir dire dans quel organe la petite tumeur s'est formée et donc où est-ce qu'il faut augmenter la surveillance pour détecter la masse tumorale précocement et aller l'opérer. Et alors, est-ce que ça veut dire que votre test, il est intéressant, je dirais, pour n'importe qui, pour vous et moi en bonne santé, pour se dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas un risque d'avoir un cancer dans quelques années? Alors, mais ça c'est le but. Simplement qu'encore une fois je précise, c'est une utilisation du test qui est unique au monde. Il n'y a pas d'autre étude qui ait montré cette possibilité. Mais nous voulons continuer pour en faire un test complet et arriver exactement à ce que vous dites. C'est-à-dire de pouvoir dire un sujet en bonne santé, se teste régulièrement comme il ferait une prise de sang pour analyse, numération formule sanguine des leucocytes et des globules rouges. Et dans le même test, on va regarder s'il y a les cellules rares et s'il y a une alerte. On commence à surveiller et on va le détecter tôt, le cancer. Et donc, on va en venir à bout. Professeur Patricia Paterlini et Bréchot, on va voir tout au long de cette émission, justement, on va revenir sur ce test, sur les essais thérapeutiques qui sont menés, mais on va aussi parler traitement aujourd'hui et traitement ciblé.
Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, nous parlons des avancées dans la lutte contre le cancer à l'occasion de la journée mondiale qui va se dérouler demain. On en parle avec le professeur Patricia Paterlini-Bréchot, qui est professeur à l'université Paris-Descartes et responsable d'une équipe de recherche mixte INSERM Paris-Descartes. Et nous avons maintenant au téléphone le docteur Nasrine Calais. Docteur Nasrine Calais, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue à l'Institut Curie à Paris. On a beaucoup parlé tests de dépistage dans la première partie de cette émission. Avec vous, on avait envie de parler traitement et thérapie, et entre autres thérapie ciblée. Quand on parle de thérapie ciblée pour le cancer, on parle de quoi exactement ? Alors déjà bonjour à tous. Donc actuellement on a plusieurs armes pour lutter contre les maladies cancéreuses. On connaît la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie qui permettent des survies importantes chez les patientes et des guérisons. Mais c'est des traitements qui tuent les cellules cancéreuses et qui tuent ou abîment d'autres cellules également, d'où les effets secondaires qui sont parfois importants. Donc depuis quelques années, il y a une révolution qui est en marche, c'est les thérapies ciblées. En fait, ces thérapies ciblées sont basées sur la connaissance des mécanismes de développement des cellules cancéreuses et ces traitements agissent au niveau des différents stades de développement des cellules cancéreuses, soit en bloquant la croissance des cellules cancéreuses, soit en agissant sur la vascularisation des cellules cancéreuses, qui entraîne donc que les cellules cancéreuses sont affamées et qui meurent plus facilement. Parfois aussi, c'est des traitements qui dirigent les réactions immunitaires, qui les boostent contre les cellules cancéreuses. Et puis en fait, il y a d'autres traitements qui commandent la mort cellulaire des cancers. Donc, c'est des traitements qui sont vraiment dirigés sur les cellules cancéreuses, qui sont efficaces pour la plupart d'entre eux. Et aussi, surtout, il y a moins d'effets secondaires. Donc c'est très intéressant. Ces thérapies ciblées contre le cancer coûtent cher. Hein. En moyenne, oui. C'est autour de 50 000 € par an. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, vient de rendre un rapport là-dessus et il dit que le surcoût attendu lié aux nouveaux traitements anticancéreux pourrait être estimé à plus d'1 milliard d'euros par an. Est-ce que les patients ont facilement accès à ces thérapies ciblées ? Alors, les patientes, ils ont bien sûr, heureusement en France, accès à ces traitements ciblés, mais ces traitements ciblés sont très entourés au niveau d'indication des traitements, ce qui est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, le traitement de cancer est pris en charge par l'assurance maladie, puisque par exemple, on a un cancer quelqu'un qui a un cancer, depuis le début jusqu'à la fin, la recherche compris, coûte 14 milliards d'euros, dont 11 milliards d'euros à la charge d'assurance maladie. La France est le pays européen qui garde le plus de budget pour le traitement des cancers, y compris les traitements nouveaux. Alors, les traitements ciblés, bien sûr, coûtent très cher. Il faudra bien évaluer l'indication de ces traitements et bien peser le rapport bénéfice sur la survie, parce qu'il y a des traitements ciblés qui sont très efficaces, qui donnent des survies importantes, mais par contre, il y en a d'autres qui donnent des survies très peu. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est très difficile au niveau éthique de juger de ça, mais il faut quand même que l'indication de prescription de ces traitements soit bien entourée d'un comité qui évalue l'efficacité de ces traitements, puisqu'il y a des coûts et malheureusement ces coûts posent aussi des problèmes actuellement, surtout où on a un budget de l'assurance maladie qui est quand même très difficile à gérer, et donc la prescription d'une molécule qui est onéreuse oblige un effort très important de la part de la collectivité en faveur des patientes atteintes de cancer du sein au détriment d'autres maladies et au détriment d'autres dépenses de la santé. Et ce n'est justifiable que sur le plan éthique que s'il y a une efficacité notable. D'où le problème. Mais aujourd'hui, en France, on ne refuse pas à un patient, une patiente, un traitement contre le cancer parce qu'il est trop cher. Non, jamais. Mais par contre, le traitement doit être bien évalué. Par exemple, pour les cancers du sein, que je fais plus puisque je fais les cancers de la femme, pour le cancer du sein, il y a des cancers du sein qui bénéficient quand c'est nécessaire et quand le type de cancer du sein le permet, des traitements ciblés à base d'anticorps monoclonaux qui prolongent vraiment la survie et qui diminuent les rechutes de plus de 50%. Donc, on refuse pas du tout, même si c'est cher, parce que c'est des traitements qui coûtent pour une patiente, par exemple, pour le cancer du sein, pour l'anticorps monoclonal à laquelle je pense, environ 50 000 € par patiente. Donc, vous voyez, c'est pas refusé. Non, c'est important de le dire. Professeur Patricia Paterlini-Bréchot, effectivement, ce coût des nouveaux traitements peut être un problème à terme.
Peut être un problème, mais c'est vrai que ces traitements ont apporté un vrai avantage et au niveau de la survie des patients. En fait, ça rejoint le point que si le cancer est détecté tôt, dans certains cas, et ça c'est vraiment très souvent, la chirurgie est suffisante, donc il n'y a pas besoin d'autres traitements, ce qui est, y compris dans les cas en fait publiés des cancers du poumon de l'équipe d'Ennis, la seule chirurgie a permis d'éliminer le cancer. Et donc, ou alors, s'il y a besoin d'un traitement, c'est plus court et le cancer, il est plus facilement éliminé. Donc, si on combine les armes que nous avons, y compris les traitements ciblés, avec la détection précoce, là, on fera un énorme pas en avant. On est en train déjà de le faire, mais on peut aller encore plus loin. Nasrine Kalleh, juste une dernière réaction par rapport à ça. Un dépistage précoce est essentiel. Le dépistage précoce est essentiel. Les traitements classiques, il ne faut pas les oublier parce que les associations avec les traitements ciblés donnent des meilleurs résultats. L'évaluation précise sur le gain d'efficacité du médicament, le coût. Il faut garder l'égalité des soins pour toutes les patientes, quel que soit le revenu. Il ne faut pas oublier les effets secondaires et la qualité de vie également dans ces traitements ciblés. Merci beaucoup, Dr Nasrine Kalleh. Je rappelle que vous êtes gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Professeur Patricia Paterlini-Bréchot, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce test ISET, qui permet donc de déceler d'éventuelles cellules cancéreuses circulantes. Il y a des essais en cours sur ce test ISET, entre autres un essai à Nice que vous avez commencé à évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement cet essai a été mené à Nice? Voilà. Tout d'abord, je voudrais expliquer que l'étude qui a été faite par l'équipe de Nice est une étude vraiment unique. Il n'y en a pas une autre au monde. Je peux expliquer peut-être en quelques mots de quoi il s'agit. Ils ont donc étudié 186 patients avec bronchopathie chronique à risque de développer un cancer du poumon. Tous les ans, ces patients avaient ce test ISET plus le scanner. Et ils les ont suivis pendant 6 ans. Et pendant les 6 ans, ils ont vu 5 patients qui avaient des cellules, mais au moment où les cellules sont apparues dans les sangs, les cellules tumorales, on voyait rien au scanner. On ne voyait rien au scanner. Et le scanner a montré un nodule pour les 5 patients entre 1 et 4 ans après que les cellules cancéreuses ont été détectées dans le sang. Je vous interromps 2 secondes, qu'on comprenne bien. Du coup, comme on a vu ces cellules cancéreuses dans le sang, on les a plus surveillées. C'était ça l'idée. Oui, c'était effectivement le programme de l'étude, mais surtout dès que les nodules a été vu, ils n'ont pas pensé que ça pouvait être une cicatrice, etc. Ils ont dit on opère immédiatement. Et donc les 5 ont été opérés. Immédiatement, le diagnostic a été confirmé sur la pièce opératoire et actuellement le suivi a montré qu'il n'y a pas de récidive. Donc l'intervention précoce, même pour un cancer très invasif et très agressif comme le cancer du poumon, qui a dont on dit que c'est un mauvais cancer, il y a une mortalité de presque 90%, peut stopper le cancer et même s'il y a déjà des cellules tumorales dans le sang, c'est ça l'intéressant, parce que à ce point-là, au début, les cellules tumorales sont fragiles, ne sont pas fortes, ne sont pas capables de s'incruster et de proliférer. Bien, c'était une étude limitée, réalisée dans un seul centre. Pourquoi? Parce que ces études coûtent et que si on veut faire une grande étude, il faut déjà avoir une preuve des concepts auparavant. Donc là, actuellement, la même équipe a mis en place une large étude qui touche 600 patients qui sont suivis pendant 5 ans, en fait, toujours avec le test ISET plus l'imagerie, et c'est une étude multicentrique qui est réalisée dans 18 centres différents, et ça, ce sera effectivement une grande étude qui pourra valider les résultats obtenus dans l'étude monocentrique. Et il y a en plus une deuxième étude multicentrique qui est conduite à Paris sur 3 centres par le professeur Trédaniel. C'est ça. Donc en fait, mener maintenant des études sur un plus grand nombre de personnes pour en vérifier l'efficacité. Donc on peut dire que cette méthode ISET a permis de sauver des vies. Oui. Les premières ont déjà été sauvées et donc le concept a été démontré. Maintenant, il faut le démontrer sur une population plus large et multicentrique, donc plusieurs centres. On se retrouve dans 3 minutes juste après les informations, toujours pour parler des avancées dans la lutte contre le cancer. « 7 milliards de voisins. Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des avancées dans la lutte contre le cancer, les avancées dans le dépistage et les traitements. Et on en parle à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui se déroule demain. Mon invité est le professeur Patricia Paterlini-Bréchot, qui est professeur à l'université Paris-Descartes de biologie cellulaire oncologie, responsable d'une équipe de recherche mixte de l'INSERM à Paris-Descartes. Elle vient de publier Tuer le cancer. C'est un livre qui paraît aux éditions Stock avec un sous-titre La femme qui révolutionne la lutte contre le cancer. Et nous avons au téléphone le professeur Judith Didi-Koulibaly, qui est oncologue médical au CHU de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire, secrétaire générale de l'association franco-africaine de cancérologie, qui organise demain un congrès au Gabon. Professeur Judith Didi-Koulibaly, bonjour. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour qu'on parle aussi justement accès au traitement et à l'innovation sur le continent africain. Est-ce qu'on a un peu des chiffres sur l'ampleur du cancer en Afrique ? Effectivement, le cancer est un véritable problème de santé publique en Afrique. Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les estimations sont autour de 12 000 nouveaux cas par an, avec comme cancer plus fréquent le cancer du sein, suivi du cancer de la prostate et du cancer du col de l'utérus. Mais force est de constater que les efforts qui ont été faits ont permis, par exemple, de faire régresser l'incidence du cancer du col de l'utérus, notamment dans les efforts de sensibilisation et de dépistage. Et ces efforts-là, également au niveau du cancer du sein, sont en train, en Côte d'Ivoire, de faire changer la tendance des stades de diagnostic de cancer du sein, notamment en raison de la mise en place de centres de sénologie accessibles financièrement à la population par le ministère de la Santé. Vous êtes souvent confronté à des diagnostics tardifs. Oui. Nous sommes confrontés à des diagnostics tardifs et qui, justement, grèvent également le pronostic des cancers, en plus de parfois la difficulté d'accessibilité aux soins. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons saluer au niveau de l'AFAC et au niveau de tous les oncologues africains, c'est la volonté politique qui s'installe et qui s'affirme de plus en plus pour permettre aux praticiens que nous sommes d'avoir des meilleurs plateaux techniques et permettre à la population d'avoir une accessibilité aux soins et ainsi justement de permettre aux pays africains de faire aussi du cancer une maladie qui n'est plus une maladie qu'on craint, mais une maladie chronique. Et aujourd'hui, on sait que de plus en plus, on peut en guérir et l'Afrique ne devrait pas rester en reste. Et nous saluons cette volonté politique-là qui est déterminée à nous aider. Les politiques ont conscience que maintenant, c'est pas ce cancer une maladie des pays du Nord. Les pays du Sud sont aussi touchés et la question de l'accès au traitement est importante. Donc, vous faites partie de l'organisation d'un congrès demain au Gabon, justement congrès de l'association franco-africaine de cancérologie. Quel est l'objectif de ce congrès ? C'est justement de parler accessibilité au dépistage et au traitement ? Oui, c'est le thème de ce congrès, c'est les cancers au féminin. Et c'est effectivement parler de l'accessibilité au dépistage et au traitement. Et parler également des avancées qui se sont faites dans les différents pays et voir l'impact justement des politiques de dépistage sur l'incidence et sur les stades de diagnostic et donc sur le pronostic et sur la suivi des patients. Et ça nous permettra également, au travers de ces résultats-là, de continuer la sensibilisation de nos autorités qui réaliseront que en fait les efforts ne sont pas vains. Et justement, quelles sont vos préconisations pour rendre tous ces traitements plus accessibles en Afrique ? Pour rendre ces traitements plus accessibles en Afrique, il y a premièrement la volonté des professionnels de la santé qui existent, mais la volonté des ressources humaines non médicales, donc notamment les gouvernements et les autorités. Et nous voulons justement relever le fait que dans plusieurs pays africains, réunis, c'est plusieurs pays africains d'Afrique subsaharienne, notamment 8 pays réunis au sein de l'AFAC. Cette sensibilisation-là a permis de continuer à faire bouger les choses. Je vous dirais particulièrement que en Côte d'Ivoire, au niveau de la sensibilisation, quand je prends le cas des principaux cancers féminins, comme on parlera de cancer féminin demain à Libreville, il y a 106 centres de dépistage qui ont été mis en place, répartis sur tout le territoire, qui ont permis à ce cancer, qui était initialement le premier cancer de la femme, de devenir le deuxième cancer de la femme. Depuis 2015, il y a un centre de sénologie avec un mammographe qui est
accessible financièrement à la population, accompagné de séances de sensibilisation qui font qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur. C'est des femmes qui téléphonent pour demander des renseignements, qui viennent spontanément faire le dépistage. Et on s'est rendu compte d'une petite tendance à la diminution des stades des cancers. Parallèlement à ça, il y a une politique d'accessibilité aux soins qui a été mise en place, de telle sorte que certains médicaments sont remboursés de plus en plus par la mutuelle, par exemple des fonctionnaires. Quand on prend l'exemple des thérapies ciblées, l'Herceptine qui coûtait à peu près 2250 € la cure, aujourd'hui en Côte d'Ivoire coûte 225 € la cure. Les médicaments sont remboursés, toutes les thérapies ciblées sont remboursées par la mutuelle des fonctionnaires. Un centre de radiothérapie est en train d'être construit et sera livré d'ici fin 2017. Un centre de médecine nucléaire a été mis en place et nous savons que dans les autres pays africains, cette volonté, au Cameroun en mai, l'AFAC a eu l'appui de la première dame du Cameroun. Demain, l'AFAC aura l'appui de la première dame du Gabon et nous voyons que dans ces différents pays africains, nos autorités, notamment en Côte d'Ivoire, la ministre de la Santé, nos autorités ont décidé d'accompagner et cet accompagnement-là est palpable. Il est palpable parce qu'il se ressent au niveau des populations qui ont plus d'accessibilité aux soins. C'est très important. Et nous savons que par ce moment-là, par ce moyen, le cancer, l'impact négatif du cancer va reculer. Une réaction par rapport à ça, professeur Patricia Paterlini-Bréchot, cette question de l'accès des pays du Sud à l'innovation est aussi absolument essentielle. Absolument, absolument. Ça nous tient vraiment à cœur. Et pour ce qui concerne notre travail, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment notre vision. Parce que finalement, ce que nous avons développé est un PAP test du sang. En fait, c'est la même chose, mais c'est fait sur le sang au lieu que sur les cellules collectées au niveau du col de l'utérus. Et donc, la démocratisation de ce test pourrait permettre, justement, notamment en Afrique, d'avoir un test à très très bas coût, comme le PAP test finalement, qui pourrait faire un dépistage sur large échelle, à bas coût, des personnes et détecter très précocement les cancers invasifs. C'est ça permettrait de faire des économies, en fait, absolument, à long terme, si on réfléchit comme ça. Merci beaucoup, professeur Judith Didi Kouko-Koulibaly. Je rappelle que vous êtes oncologue médical au CHU de Treichville à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que demain, un congrès est organisé au Gabon par l'association franco-africaine de cancérologie. Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, je reçois le professeur Patricia Paterlini-Bréchot, qui est professeur à l'Université Paris-Descartes et qui vient de publier « Tuer le cancer » aux éditions Stock. Je voudrais encore vous poser quelques questions sur votre test ISET que vous avez mis en place. Donc, ce test qui permet, un test sanguin qui permet de déceler des cellules cancéreuses circulantes. Puis après, j'ai envie de vous faire parler un peu de votre parcours et de vous en tant que femme et chercheuse. Combien il existe d'appareils pour ce test ISET aujourd'hui? Alors, il faut distinguer les appareils pour recherche qui sont dans une trentaine de centres de haut niveau qui étudient le cancer dans le monde et les appareils qui sont implantés pour offrir le test à la population. Il y en a 3 en fait, un qui est à Paris, un autre qui est à Nice, un troisième à Naples et effectivement il y en a un 4e qui est en Californie. C'est ça. Alors ça c'est pour se faire tester, je dirais, des gens comme vous et moi. Voilà. Les autres c'est vraiment pour les 30 autres c'est pour la recherche. Oui, c'est bien pour ça. Des protocoles de recherche. Voilà. Est-ce qu'il y a des tests concurrents à ce test ISET où il est unique? Vraiment, c'est un domaine qui est très dense. Il y a beaucoup de méthodes, une quarantaine, mais aucune de ces méthodes est arrivée à avoir la sensibilité et surtout la spécificité diagnostique que nous avons poursuivie et obtenue. Donc c'est pour ça d'ailleurs que uniquement ce test est arrivé à détecter le cancer avant l'imagerie, comme ça a été démontré. Il coûte combien ce test? Alors actuellement, le test coûte 486 €, qui est un prix vraiment compacté par rapport au test de du même secteur, notamment américain, qui coûte plus du double sans avoir la même sensibilité et la même spécificité. Mais nous, on vise à que le prix soit remboursé si c'est possible. Par la sécurité sociale, c'est ça? Oui. Ou du moins, parce qu'on se rend compte, effectivement, les caisses ne sont pas vraiment pleines, mais au moins, soit démocratisé, élargi, de façon à que le prix puisse
puisse baisser drastiquement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec un test comme celui-là de traiter trop de cancers, c'est-à-dire de traiter des cancers qui en fait n'auraient pas bougé? On le dit déjà sur certains cancers du sein ou de la prostate. Est-ce qu'on ne risque pas de traiter des maladies qui n'auraient pas existé autrement? C'est une excellente question. En fait, ce qu'on sait, c'est que les masses tumorales, elles peuvent régresser ou elles peuvent être éliminées par le système humain. Quand un petit cancer commence à diffuser des cellules tumorales cancéreuses dans le sang, il a déjà dépassé 3 barrières. En fait, il a pu libérer des cellules sans que ces cellules meurent. Il a pu attirer des vaisseaux, ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc, attirer des vaisseaux pour obtenir plus d'oxygène et nutriments. Ces vaisseaux permettent aux cellules de circuler. Et enfin, il a dépassé la barrière du système humain qui avait tendance à confiner ou éliminer la masse tumorale. Donc, c'est un cancer qui a fait ses preuves d'invasivité et d'agressivité. Professeur Patricia Paterini-Bréchot, j'aimerais bien, il nous reste un quart d'heure dans cette émission, qu'on parle un peu de vous maintenant, de votre parcours, parce que vous avez un parcours qui est pas banal. D'abord, pourquoi vous avez décidé d'un seul coup de vous attaquer au cancer, de vous consacrer à cette recherche contre le cancer? C'était pas prévu, en fait, comme ça. Vous avez fait vos études de médecine en Italie, hein, d'abord. Oui, on va entendre dire votre petit accent. À l'université de Modène. Oui, je peux pas cacher l'accent. Voilà, en fait, je suis arrivée en médecine avec le grand espoir de pouvoir être utile. Et là, quand j'étais jeune interne, j'ai effectivement eu un patient qui est mort en quelques jours et ça m'a énormément frustrée parce que je me suis rendu compte que toutes les années d'études que j'avais faites ne servaient à rien. J'avais pas pu baisser sa souffrance ni améliorer le parcours de sa maladie. Du coup, j'étais face au dilemme, j'arrête la médecine ou je continue et je me bats. Et vraiment, j'étais animée par un très très grand espoir de pouvoir apporter un avantage aux patients avec cancer. Cet espoir a, je pense, motivé tous mes choix. C'est ça, vous l'appelez d'ailleurs le patient zéro. Oui, c'est ça. C'est lui qui a vraiment bousculé ma vie. Ce qui est intéressant, ce que vous racontez sur ce patient, c'est ce qui vous a aussi choqué, c'est les examens qu'on lui faisait alors qu'on savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Oui, c'est sûr. C'est effectivement la médecine quelquefois traite pour traiter sans se rendre compte qu'elle s'acharne sur un patient qu'il faut laisser tranquille parce qu'on peut plus rien faire. Donc ça, c'était à l'époque aussi. L'autre aspect, c'est qu'on était complètement démunis face à un patient paniqué à cause de la tumeur. Il n'y avait pas de soutien psychologique, il n'y avait pas de conseils. Le médecin était abandonné comme ça. Et donc, c'était vraiment très, très frustrant. L'occasion de dire un mot de votre patron à l'époque que vous appelez le maestro. Ah oui, ça, il m'a marqué à vie. Mais parce que vous assistez à une scène étonnante où il dit au médecin qui a prescrit cet examen alors qu'il n'y avait aucune raison de le prescrire, il lui dit, nous allons devoir nous quitter. Ça veut dire qu'il virait les gens? Il l'a limogé. Oui, il était terrible. Il avait la renommée d'être terrible. Il l'était, mais c'était un grand clinicien. Voilà, il a tiré des patients d'Europe, même du monde entier. Voilà, c'était une grande école. Et comme je ne savais pas par où commencer pour ma bataille, je me suis dit la première chose, ce serait d'essayer de devenir un bon médecin. C'était logique. Et donc, ce maestro m'a vraiment beaucoup guidé. Alors, vous avez donc fait vos études de médecine en Italie. Vous avez commencé à travailler en Italie, puis comment est-ce que finalement vous vous retrouvez en France à faire de la recherche de haut niveau? C'est toujours en suivant le parcours parce que je voulais faire quelque chose de ma vie dans cette direction et donc je pensais que comprendre comment les cancers se forment pouvait aider, et c'est vrai, à le contrer. Mais pour comprendre, c'était la biologie moléculaire. À l'époque, elle n'était pas du tout diffusée en Italie et donc en France, il y avait un seul biologiste moléculaire qui s'attaquait déjà à des pathologies cliniques et c'était le docteur Bréchot. Et donc je lui ai écrit une belle lettre en français que ma mère avait gardée pour lui demander de travailler dans son équipe. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fini par l'épouser? Oui, c'est ça. C'est pour cette raison que ma mère a gardé la lettre. on peut raconter cette histoire. Et je voudrais qu'on vienne justement sur votre parcours de femme. Est-ce que c'était difficile justement pour une femme de faire de la recherche de haut niveau? Est-ce que vous avez senti des obstacles en tant que femme? Alors, c'est vraiment merci de cette question parce que dans le livre, il y a un message un peu subliminal, mais vraiment un vrai message aux femmes. Je l'ai entendu. Merci. Parce que les femmes se trouvent à se battre en famille avec les enfants, avec leur vie de couple. Et si elles veulent avoir un métier qui les intéresse, là,
aussi, il faut encore de l'énergie et quelquefois elles hésitent. Et le message que j'essaye de transmettre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager, d'avoir un travail qu'on aime, une mission, parce que cette mission va aussi aider finalement la vie familiale, parce que ça va être un point qui renforce sa propre personnalité et je pense que c'est vraiment l'attitude à avoir. Donc un petit message aux femmes. Maintenant, pour ce qui concerne... Et alors, justement, et vous dites un peu, oui, on peut tout vouloir, c'est-à-dire oui, on peut vouloir faire carrière, oui, on peut vouloir avoir une famille avec des enfants, et alors que vous pensiez, vous étudiante, qu'il allait faire un choix. Si vous faisiez de la recherche, tant pis, pas de mari, pas d'enfant. Tout à fait. En fait, j'étais partie vraiment raisonnable en disant on peut pas faire les deux, donc je fais la recherche, j'abandonne mari-enfant. Oui, c'est ça. Et puis la vie m'a mis dans la situation et finalement c'était très bien comme ça. Alors pour revenir justement, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire de la recherche de haut niveau, d'être agrégé, d'être professeur? Est-ce que ça a été des étapes difficiles? Alors, il faut se battre et il faut travailler beaucoup, ça c'est certain. Il faut avoir une vie qui est habitée par son travail et on ne peut pas tout faire. Donc voilà, les amis et tout ça, ça passe en deuxième et on fait vraiment une liste de ce qui est plus important. Voilà, les enfants bien sûr et puis la famille, le travail, vraiment très très en amont dans les aspects importants de la vie. Mais à part ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire puisque je suis une femme, je suis défavorisée, il ne faut pas y penser. Quand on n'y pense pas, on avance et finalement on arrive à obtenir ce qu'on veut. Moi, je suis convaincue, que les femmes, quand elles veulent quelque chose, il n'y a rien qui peut vraiment empêcher qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Mais ça a été difficile pour vous d'obtenir l'agrégation? Alors, pas seulement pour moi, vous voulez dire la nomination à professeur, ça c'est très très difficile. Je raconte dans le livre qu'en fait un doyen de la faculté de médecine m'avait dit à Paris c'est impossible, il m'a dit. Et puis c'est grâce à ces découvertes en fait, ces brevets déposés et ces recherches que j'ai pu obtenir cette reconnaissance. Alors, vous donnez le chiffre d'ailleurs de pourcentage de femmes agrégées, justement, de femmes de médecins agrégés en France? Oui, c'est une minorité. En fait, il y a notamment dans la recherche une majorité de femmes qui travaillent, mais dans les postes de direction, le nombre baisse drastiquement et je voudrais justement que ça change. Je pense qu'une des raisons de cette inversion en fait de la fréquence est due au fait que les femmes hésitent à prendre une responsabilité et à s'engager pleinement. Et justement, mon mot d'encouragement, c'est de dire faites-le parce que ça sert aussi à votre vie familiale. Est-ce que vous aidez des jeunes femmes, du coup? Si je peux, bien sûr. Oui, si je peux, bien sûr. Alors, je voudrais vous confier que on est tenu maintenant de compter le nombre de femmes qu'on invite dans nos émissions, le pourcentage hommes-femmes. Donc on a fait un calcul il y a quelques années sur le nombre de femmes, on s'est aperçu qu'il y en avait 25% dans nos invités de femmes, 75% d'hommes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais quel est le pourcentage de femmes chefs de service à la PHP? Donc les hôpitaux publics de Paris, puisque c'est là-dessus la majorité de mes invités. Évidemment, la PHP ne m'a jamais répondu. Je ne sais pas si vous avez le chiffre aujourd'hui. Non, pas c'est 9% de femmes chefs de service. Et donc j'ai eu une femme pour me dire vous êtes quand même meilleur avec vos 25%. Aujourd'hui, quand même, les nominations justement d'agrégés, c'est apparemment 50-50. Donc quand même, on évolue sur cette place des femmes à des postes à responsabilité. Vous avez l'impression? Oui, certainement. C'est vraiment les femmes évoluent très très rapidement et je pense qu'elles prennent conscience déjà d'un rôle qu'elles ont très particulier parce que les femmes dirigent d'une autre façon que les hommes et donc en général plus dans le consensus, mais c'est pas une règle. Et donc il y a besoin, je crois, des femmes qui se mettent en avant et qui veulent avoir des responsabilités dans ces domaines. Il y a un autre point que vous évoquez dans votre livre qui m'a intéressé, c'est la question des pots de banane. Vous l'appelez comme ça, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quand même une bataille entre chercheurs. Et là, je pense que c'est pas forcément du tout au fait que vous soyez femme, d'ailleurs, mais alors, de vacherie quand même étonnante. C'est-à-dire qu'on vous a remplacé à un moment l'eau qui vous servait dans des tests où on y a mis je sais pas quoi. Oui, c'était de l'acide chlorhydrique qui détruisait tout, donc rien ne pouvait marcher en fait. Oui, en fait, le point c'est qu'on s'imagine qu'il y a des pots de banane dans beaucoup de domaines, politiques, etc., mais pas dans la recherche, parce que on s'imagine que ce qui dédie leur vie à la recherche soit noble, des anges. Non, en fait, l'être humain est ainsi fait qu'on peut trouver des attitudes, disons, un peu
mineurs Non mais c'est aussi dans incroyable ce quand même domaine. de raconter ça et puis quelqu'un qui débranche un frigidaire où son contenu. C'est connu, hein. Dans nos milieux, c'est connu. Donc il faut quoi? Encore aujourd'hui, il faut être très vigilant là-dessus. Oui, il faut faire attention. Évidemment, c'est vrai que ces aspects-là ne sont pas très fréquents, mais ça arrive. Et il faut le savoir parce qu'il y a des égos parmi les chercheurs, comme partout, et donc des jalousies aussi, comme partout. Et donc on peut prendre des coups. Oui, et quand vous avancez particulièrement, c'est ça. Surtout si on ne fait rien, on n'a pas de coups. On n'a pas de coups, exactement. Je voudrais reprendre le titre de votre livre. Tuer le cancer. On va y arriver. Alors, vraiment, je pense qu'on est bien parti pour réduire drastiquement la mortalité pour cancer. Ça, c'est important. On n'arrive pas à l'éliminer. Ça, c'est comme les maladies bactériennes. On peut pas dire qu'on a tout éliminé. Mais ça deviendra une maladie qui nous fera plus peur parce que on arrivera à la contrôler. Et ça, c'est vraiment par cette pistes qui permettent de détecter très précocement les cancers, parce que si on fait ça, les thérapies qu'on a à disposition suffisent pour éliminer le cancer. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est cette question du dépistage précoce. Oui, sans doute, parce que actuellement, de tous les centaines de milliards qui sont dépensés dans le monde pour les cancers, 3/4 sont attribués au nouveau traitement, et 1/4 seulement au nouveau diagnostic. Il faut inverser parce qu'on sait déjà, la médecine l'a démontré largement, quand on arrive tôt, on peut éliminer le cancer. Donc il faut se battre dans cette direction. Si on met les ressources dans cette direction, la lutte contre le cancer et la victoire contre le cancer, on la touche avec main. Vraiment dans les prochaines décennies, disons 30 ans, 30 ans, voilà. On y viendra à bout. Oui. Donc le message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, c'est l'importance de ce dépistage précoce. Oui, l'importance des efforts dans cette direction, des ressources qui sont appliquées dans cette direction, et vraiment, si on va très très vite dans cette direction, on changera la donne. On pourra détecter le cancer précocement, l'attaquer précocement, et il ne fera plus peur. Donc, dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, cancer colorectal, c'est très important. Oui, tout ça, c'est très important. Ce qu'on développe n'est pas une alternative, mais c'est complémentaire aux méthodes déjà existantes. Ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, notre méthode détecte les cancers invasifs, donc les plus méchants, les plus agressifs, précocement. Il y a d'autres méthodes dont je parle dans le livre, qui font partie de ces méthodes de médecine prédictive non invasive, c'est-à-dire simple prise de sang qui peut permettre de déceler un signe de présence des cancers dans l'organisme. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Donc le message à faire passer, c'est allez vous faire dépister. La question de ce qui vient d'être annoncé en France, la généralisation du dépistage du cancer du sein, comme ça l'est fait pour le cancer colorectal ou le cancer du col de l'utérus, c'est une bonne chose. Oui. Franchement, bien sûr, le dépistage est une bonne chose. Ça a permis de réduire la mortalité pour ces cancers, et il faut continuer. Il y a un autre point très important que vous évoquez dans votre livre, c'est la question de dire la vérité aux malades ou pas. Oui. Alors, oui. C'est quoi la réponse? Et c'est peut-être aussi comment on le dit. Oui, c'est comment on le dit, c'est que là aussi il y a des spécialistes qui peuvent aider dans des cas qui sont difficiles, et je pense que là tout a changé aussi, maintenant on parle aux malades, mais je voudrais aussi souligner que ce n'est pas uniquement important de parler aux malades, il faut aussi parler aux gens, et vraiment notre mission maintenant c'est de faire comprendre aux gens ce qu'on fait pour que les gens nous aident à avancer dans cette direction. Ce n'est jamais facile de bouger les lignes, et il faut faire bouger les lignes dans la recherche justement contre le cancer vers le diagnostic, vers ces méthodes de diagnostic précoce. Il faut aussi faire bouger les lignes au niveau du suivi du médecin. Qu'est-ce qu'il fait quand on détecte des cellules tumorales dans le sang? Il n'y a pas actuellement de lignes guides, et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour constituer des centres de consultation pluridisciplinaires pour pouvoir faire avancer ces méthodes et l'avantage qu'on peut apporter aux patients basés sur ces approches. Professeur Patricia Paterlini-Bréchaud, est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des financements
financement pour les recherches que vous menez? Alors, je dois dire que nous surveillons beaucoup l'origine des financements. Nous voulons garder une liberté d'action, notamment scientifique, et ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des financements qui viennent notamment du privé. C'est pour ça que notre rêve, je dois dire, c'est avancer avec les gens, parce qu'on se bat pour les gens et notre rêve, c'est d'avancer avec eux, qu'ils nous aident même avec des sommes minimes, mais ce qu'ils nous apportent n'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi de l'enthousiasme et du courage, et on travaille pour eux. D'ailleurs, je voudrais dire que ce livre-là a la mission de apporter les bases pour que tout le monde comprenne la partie scientifique de ce qu'on fait. Mais sur ce livre, on veut ensuite construire, c'est-à-dire s'il nous donne la possibilité d'avancer, on fera un site web qui leur expliquera exactement où on va, qu'est-ce qu'on a développé et combien vite on avance. Et vous insistez sur l'importance que ces financements vous gardent votre liberté, vous laissent votre liberté, et donc entre guillemets de ne pas être enchaîné par l'industrie pharmaceutique qui peut faire des choix financiers et pas forcément éthiques. Oui, je pense que tout le monde peut comprendre que quand il y a de l'argent qui est mis disons dans le cadre privé, c'est de l'argent risqué. Ceux qui risquent l'argent ne veulent pas des résultats négatifs. Et donc, si vous voulez, le résultat est assuré au moins neutre ou un peu positif. Nous, on veut la vérité. Et donc, on veut continuer avec notre attitude vraiment académique des instituts public français, scientifique et éthique. Merci beaucoup, professeur Patricia Paterlini-Bréchot. Je rappelle que vous venez de publier Tuer le cancer. C'est un livre qui paraît aux éditions Stock avec un sous-titre La femme qui révolutionne la lutte contre le cancer.